merci donc pour comment dire, la gentillesse que vous avez de me permettre de coordonner cette journée, d'essayer de l'animer. J'essaierai de faire ça du mieux que je peux, saisissant des notions au fur et à mesure que se déroule la journée, et avançant et proposant aussi un certain nombre de notions qui me tiennent à cœur et que j'aimerais qu'en filigrane on puisse traiter dans cette journée. On reste sur le même sujet, permanence et renouvellement des espaces publics, mais aujourd'hui on se concentre sur cette partie pas du tout glamour de la France et en voie d'abandon total, j'exagère évidemment, que sont les villes, les bourgs et les territoires, puisqu'évidemment la France se résume à 15 métropoles qui vont toutes rester et le reste de la France sera ramené aux oubliettes et tout, histoire de poser tout de suite le débat critique. Voilà, donc hier on a parlé de notre métropole à nous, à tous, notre grand Paris que nous chérissons, et aujourd'hui nous parlons des petites villes et des petits villages, ceux de Yves Dauge par exemple, ceux des petites cités de caractère, ceux des villes d'art et d'histoire, ceux des CAUE, ceux des architectes des bourgs et des campagnes qui essayent de montrer que cette partie de la France n'est pas juste un terroir au sens politique du terme, mais aussi un lieu de vie, un lieu d'équilibre. Donc le thème « Préserver le patrimoine en valorisant les espaces publics » et faire ensemble. Deux grands sujets. Voilà, comment à un moment utiliser l'espace public comme levier de valorisation du patrimoine et aussi utiliser l'espace public comme catalyseur d'acteurs, catalyseur du travailler ensemble pour demain pouvoir vivre ensemble à la limite. Je rajouterai peut-être un troisième thème qui n'est pas aussi explicite que ces deux premiers, c'est que l'espace public est lui-même patrimoine. L'espace public est un activateur de patrimoine, entendu qu'il fédère un certain nombre d'œuvres architecturales, mais dans certains cas, il est lui-même patrimoine. Et vous le verrez dans la journée, on passera un moment avec la place Stanislas à Nancy, qui est une œuvre en soi, une œuvre patrimoniale en soi, une œuvre espace public et une œuvre architecturale. Voilà, donc cette idée que l'espace public est en soi patrimoine et que donc à ce moment-là, il intéresse aussi les architectes et les paysagistes spécialisés dans le patrimoine, se décline sur une gamme qui est assez large, qui va du patrimoine d'usage, patrimoine de reconnaissance ou patrimoine sur lequel on porte un certain nombre de valeurs. Et là, ce sera plutôt un sujet abordé par les petites cités de caractère, et peut-être par notre dernier intervenant, M. Charbonneau, c'est-à-dire qu'est-ce que chaque communauté, même qu'est-ce que chaque nation porte comme regard sur un espace public en termes de patrimoine d'usage. Et puis on pourra se déplacer jusqu'à, comme je viens de le rappeler pour Nancy, jusqu'au patrimoine monumental, œuvre autonome, c'est-à-dire l'espace public qui fait œuvre architecturale, entre guillemets, puisque on pourrait poser la question, est-ce que c'est vraiment de l'architecture, mais en tout cas une œuvre autonome, une œuvre d'art, pour reprendre les termes de Yves Steff qui interviendra aussi dans la journée, une œuvre d'art et une œuvre technique, c'est-à-dire à un moment une pensée qui fait sens et qui émerge sur un espace public. Peut-être donner aussi quelques éléments de contexte et d'actualité, parce que cette journée, elle intervient aujourd'hui. Elle aurait pu intervenir il y a 4 ans, elle pourra intervenir dans 5 ans, mais aujourd'hui elle intervient à un moment et il est utile de rappeler le contexte et l'actualité de ce sujet, ou en tout cas de ce qui gravite autour de la question des espaces publics aujourd'hui en France. Vous en avez déjà parlé hier, la loi création, architecture et patrimoine, qui de manière évidente nous impose à tous, maintenant qu'elle est loi et qu'elle est votée, nous impose à tous de participer à sa mise en œuvre, ou en tout cas de nous mobiliser pour tenter de la mettre en œuvre. Vous voyez, c'est un peu ce que je dis souvent, maintenant qu'on nous a autorisé à inventer l'avion, inventons l'avion. Parce que les grands principes ici, c'est qu'on fait d'abord les lois et après on les applique. Donc, ceci étant fait,
On nous a inventé la LCAP. Je pense que l'ensemble des acteurs sur les territoires, qu'ils soient élus ou qu'ils soient, je dirais, maîtres d'œuvre comme les architectes du patrimoine, sont quelque part aussi convoqués, mais au sens intéressant du terme, à la saisir et à quelque part innover dans sa mise en œuvre, parce qu'on peut imaginer que la LCAP va être la reconduction d'un certain nombre d'outils ou d'un certain nombre de pratiques, mais qu'elle peut aussi être la possibilité d'inventer de nouvelles pratiques. Et pour ça, on a la chance, dans ce contexte, d'avoir un deuxième élément dont vous avez peut-être parlé hier, je ne sais pas, Béatrice, Mireille, si ça a été évoqué, c'est le plan d'Auge, hein, qu'on appelle plan d'Auge par abus de langage, qui est le plan national de mise en œuvre des nouveaux espaces protégés, ou en faveur des nouveaux espaces protégés. Donc, en parallèle à une loi qui pose des éléments législatifs, le gouvernement porte un plan qui, lui, vise évidemment à aider à une mise en œuvre, et c'est le plan d'Auge. Donc on a cette chance-là, c'est qu'aujourd'hui, on est dans cette actualité avec une loi et avec un plan qui devrait nous permettre de mettre en œuvre cette loi, ou en tout cas de créer le cadre opérationnel pour la mise en œuvre de cette loi. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler au courant de la journée, puisque le plan d'Auge a plutôt le focus sur les régions et sur les territoires. 3 régions pilotes, hein, la région Centre, la région Occitanie et la région Grand Est, avec l'idée que ce plan vient essayer de faire effet accélérateur, catalyseur sur des villes de taille moyenne. Donc c'est bien le sujet d'aujourd'hui. Un autre sujet d'actualité qui est peut-être le pendant aussi de la journée d'hier. On a parlé hier de métropolisation. On voit qu'au travers de la métropolisation, il y a aussi un changement d'échelle, mais pas juste d'échelle d'espace, d'échelle de gouvernance. Peut-être que pour nous, aujourd'hui, il serait utile de tourner ou de chercher à parler aussi un peu d'intercommunalité. Sous ses diverses formes, hein, puisqu'on sait qu'elle a plusieurs formes, et la métropole est en soi déjà une intercommunalité. Voilà. Mais qu'est-ce qui se met en œuvre aujourd'hui dans les territoires en termes de gouvernance un peu innovante? Peut-être qu'avec les CAE et Sophie Desruelles, on pourrait en parler. Et qu'est-ce qui, à un moment, dans ce passage à une autre échelle de gouvernance, à une autre échelle de pensée, y compris des espaces publics, peut faire sens? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, traiter une place de village, c'est la même chose que traiter un réseau de places de village qui ferait sens. Et vous imaginez tout de suite les bastides du sud-ouest. Voilà, c'est pas la même chose de traiter une bastide ou une place centrale de bastide ou de le traiter sous forme de réseau. Élément suivant, qui va peut-être vous paraître un peu tarte à la crème, mais moi je pense qu'il est important parce qu'il peut avoir un impact extrêmement fort sur l'espace public, c'est ce qu'on appelle la révolution numérique, ou, pour ne pas le dire en anglais, la ville connectée. Je crois qu'en dehors des milieux du patrimoine, hein, des milieux où je peux aller aussi, qui sont plutôt des milieux de l'innovation, de la recherche, de l'économie, on est extrêmement focalisé sur ce qu'on appelle la révolution ou la transition numérique, et on voit que ce qu'on appelle les objets connectés est un sujet en complète explosion. Les objets connectés, les bâtiments connectés, et pourquoi pas à un moment les villes ou les espaces publics connectés. Alors si je dis ça, évidemment, à ce stade-là, on pourrait dire que ça n'est jamais qu'un élément de mobilier urbain supplémentaire, et encore, hein, on pourrait imaginer qu'il n'y ait pas de mobilier supplémentaire pour ceci, sauf qu'on voit que la révolution numérique est en train, à mon avis, d'engager des nouveaux usages. Et je pense qu'avec M. Charbonneau, on pourrait parler de ça. Quel type de nouveaux usages de l'espace public sont en train de se déclencher avec la révolution numérique, voire même, je me risque à ça, quel type de retour d'usage est en train de réapparaître dans l'espace public. Parce qu'on a toujours tendance à dire, hein, vous savez, c'est un peu l'obsession des ingénieurs, on innove, on invente, voilà. Il y a peut-être des choses qui sont en train de revenir, il y a peut-être des pratiques de l'espace public qui vont réapparaître, justement, du fait de la révolution numérique. On est une journée professionnelle, on est là pour prendre le temps de réfléchir et de se creuser un peu les méninges. C'est peut-être le moment de se poser la question. Est-ce que voilà, tous ces appareils connectés vont nous amener à pratiquer différemment l'espace public et notamment l'espace public patrimonial? Deux autres éléments de contexte sur lesquels je voulais m'arrêter.
c'est un parallèle maladroit, mais qui pourrait être aussi exploré entre ce que Rem Koolhaas pourrait appeler la bigness en architecture, ou le XL, dans son pamphlet SML-XL, qui porte sur l'architecture. Aujourd'hui, on est un peu plus loin du patrimoine, mais quand même, est-ce qu'il ne va pas apparaître aussi un XL sur l'espace public? Est-ce qu'il n'y a pas et qui va nous poser des questions, et là je renvoie aux intervenants de la journée qui sont des maîtres d'œuvre architectes et qui donc sont bien sur la production, la création d'espaces publics. Aujourd'hui, les codes opérants pour restaurer un espace public ou le constituer sont des codes que l'on connaît, qui sont plutôt des codes, je dirais, de l'ordre de l'échelle du méso. À partir du moment où on va passer à l'échelle du macro, et on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui existe déjà comme espace public XL ou XXL? Comment on va re-questionner nos méthodes, nos théories et nos pratiques de la conception architecturale, urbaine et paysagère? Voilà, et puis terminer par un dernier point qu'on peut difficilement mettre de côté, surtout si on traite d'espace public aujourd'hui. Évidemment, c'est la crise économique. Ça, c'est un sujet de tarte à la crème. Mais c'est peut-être plus largement une forme de crise des valeurs. Crise des valeurs qui, je ne dirais pas qu'elle réinterroge l'espace public, mais qu'elle peut trouver une issue intéressante dans la pratique ou dans l'anoblissement de la question de l'espace public. D'ailleurs, vous voyez que dans espace public et patrimoine, il y a deux sujets qui rappellent à quelque chose qui est un bien commun. Hein. L'espace, il est public, et le patrimoine, il est patrimoine. Public et patrimoine public. Voilà, on a quelque part la confrontation. Autant on peut regarder un monument historique et ne pas être dedans parce qu'il est une propriété privée, autant un espace public qui serait patrimoine, il bénéficie de la double condition qui fait qu'il est porteur d'un sens et d'usage important pour nous. Et donc peut-être que dans ces temps de crise de valeurs, l'énergie ou l'intelligence qu'on pourrait mettre autour des espaces publics, et notamment des petites cités, est porteur de valeurs ou de redécouverte de valeurs au travers d'usages qui sont des usages publics, qui sont des usages partagés et accessibles pour tous. L'espace public, le principe de l'espace public, c'est qu'il n'est pas réservé, c'est qu'il est public et il est accessible pour tous. Voilà. Donc deux fils conducteurs qui vont structurer la journée et qui vont me permettre de présenter au fur et à mesure les intervenants. C'est d'une part la question de la reconnaissance des ensembles urbains, cette première étape de la connaissance de l'espace sur lequel on intervient. Et souvent, l'espace public est regardé comme n'ayant pas d'épaisseur historique, n'ayant pas d'épaisseur... voilà, alors que je pense que c'est une des choses fondamentales. J'ai en tête cette époque où on traitait la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager de Ouessant, qui est une petite île au bout de la France, et où sur des espaces au cœur de chacun des hameaux, c'est en creusant dans les archives qu'on a découvert que ces espaces qui paraissaient des terrains vagues, en fait, étaient des aires publiques de partage et d'usage commun. Et que donc, si on ne s'était pas rendu compte de ça, on aurait pu les laisser partir sans se rendre compte. Et à premier regard d'architecte, on ne s'en rendait pas compte puisqu'il n'y avait pas d'aménagement. Parce que un espace pour nous existe en tant qu'architecte quand il est aménagé, quand il y a des bordures, quand il y a du mobilier. Voilà. Sinon, si c'est un terrain vague, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Je caricature. Donc, c'est évidemment reconnaître et avoir une capacité à lire et à connaître les espaces publics, les traiter comme un espace de lien spatial et culturel, bien gérer les échelles, globaliser les approches, agir sur plusieurs fronts, ça peut être un des premiers fils conducteurs. Et puis, le deuxième fil conducteur serait s'appuyer sur des réseaux de compétences et d'expériences, fixer des objectifs à l'échelle des lieux et des hommes, comprendre l'espace public comme support d'un récit collectif, comme patrimoine commun, concerter et coproduire. Et ça sera aussi un des nouveaux sujets, c'est aujourd'hui comment on se sert et comment on met en œuvre, on orchestre la concertation
pour faire une forme de co-restauration ou de projet commun de restauration de l'espace public, peut-être plus facile à mener qu'un projet commun de restauration d'une église. Il est certainement plus facile de mettre autour de la table des communautés d'usagers pour un espace public que pour un bâtiment, quoique, et ça c'est peut-être des sujets qu'on pourrait traiter avec nos premiers intervenants sur les petits sites caractères, et puis clore avec notre dernier intervenant, M. Charbonneau. Voilà, donc je vais maintenant présenter les premiers intervenants. Vous verrez que sur les 4 personnes qui vont venir au cours de la journée, on va naviguer entre 5 personnes. Oui, parce qu'il y en a qui... Oui, 4 interventions, 5 personnes. Pardon. 5 interventions, 6 personnes. J'ai pas eu mon texte. Alors, en tout cas, sur ces 6 intervenants, 6 interventions et 5 interventions et 6 personnes, on va naviguer, je dirais, de l'amont à l'aval de la commande qu'on pourrait appeler publique, c'est-à-dire depuis la gouvernance, la pensée de la cité, la pensée politique, avec les premiers intervenants qui vont nous parler des petits sites caractères, jusqu'à, je dirais, l'œuvre totale d'architecture et d'espace public que pourrait être la place Stanislas, et avec des gradations différentes, le CAUE avec Sophie Desroises qui nous parlera de cette étape intermédiaire entre la pensée politique et la pensée agissante de l'architecte au travers du conseil, le système même parfois aujourd'hui mis à mal du conseil architectural urbain et environnemental dans les CAUE. On aura avec Yves Steph une première approche, je dirais, de cette pensée agissante de l'architecte, une fois qu'on a mis au point, une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce qu'on voulait faire, il faut bien quelqu'un qui mette en œuvre et qui décide de la matérialité des choses. Et je crois que Yves Steph bénéficie d'une extrême compétence dans ce domaine-là, et il aura l'occasion de vous en parler. Et puis on continuera donc avec Pierre-Yves Caillot, architecte en chef des monuments historiques, qui a livré, il y a de ça un peu plus de 10 ans, la rénovation de la place Stanislas, ou la recréation de la place Stanislas, et qui vraiment est une réussite fantastique. Et on reviendra en fin de journée, on refera un retour sur la gouvernance et une réouverture avec Charbonneau qui nous parlera justement de gouvernance, de participation citoyenne et comment on peut à un moment mener ce territoire de projet au travers des espaces publics. Voilà, donc les premiers intervenants, Roger Bataille, qui est architecte de formation et qui est aujourd'hui depuis 2008 l'heureux maire de Évry-le-Châtel, Hervy-le-Châtel, petite commune dans l'Aube, dans la région Grand Est, et qui est vice-président de la communauté de communes du Val d'Armance et membre de la commission, alors ex-commission, j'imagine, régionale du patrimoine et des sites de Champagne-Ardenne, puisque maintenant il y a une nouvelle commission, nouvelle région, nouvelle commission, nouvelle loi, enfin voilà. Donc Roger Bataille est très investi dans l'association des petites cités de caractère, dont nous accueillons aussi le directeur, Laurent Mazurier, qui est géographe de formation, qui a auteur de plusieurs ouvrages sur les politiques culturelles en milieu rural, enseignant à l'université de Rennes, et qui, je dirais, s'attache à animer et développer ce réseau de petites cités de caractère, qui est un réseau très dynamique, proactif, inventif, et qui s'intéresse, et ils vont nous l'expliquer, aux bourgs et villages de caractère. Alors, ça a commencé en Bretagne, et je salue Alain Marinos qui est arrivé, qui devait être sûrement en partie dans le coup. Et aujourd'hui, on voit que là, les petites cités de caractère sont en train de se développer dans toute la France, à la faveur de cette politique volontariste et comment dire, ingénieuse du réseau.